Perdre la voix, ce n'est pas seulement ne plus parler, c'est parfois ne plus pouvoir répondre, plaisanter, débattre, dire je t'aime, se couper des autres, de ses proches, et c'est notamment le sort des 450 000 personnes touchées dans le monde par la sclérose latérale amyotrophique, appelée aussi maladie de Charcot. 1500 à 2000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Une pathologie qui entraîne une paralysie progressive des muscles, y compris ceux de la gorge. C'est sans compter sur un projet révolutionnaire fondé sur l'intelligence artificielle. Il permet ainsi à l'entrepreneur Olivier Goua, 51 ans, d'échanger avec sa propre voix, recréée à partir d'un 10 secondes d'enregistrement datant de 2019, bien avant que la maladie ne la lui retire. Une sorte de rencontre entre la science et l'urgence de vivre et de partager, que nous décrypterons également avec Patrick Pérez, directeur général de QTI, un laboratoire français de recherche en intelligence artificielle, indépendant et à but non lucratif, et financé entre autres par CMA-CGM, le groupe dont fait partie BFM. Je suis Margot Defrauville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Patrick Pérez, bonjour. Bonjour. Alors, première question, bien évidemment, comment est né ce projet qui paraît merveilleux et qui nous fait rêver ? Il est né d'une rencontre déjà avec Olivier, qui est ici. Quand on a démarré le laboratoire il y a un peu plus de 2 ans, on a tout de suite travaillé beaucoup sur des technologies d'IA vocale. Et on s'est rencontrés assez rapidement avec Olivier. Et évidemment, l'idée que ce que nous étions en train de développer à ce moment-là puisse assez rapidement servir de différentes façons pour améliorer la communication de gens qui, comme lui, ont cette maladie ou d'autres types de maladies qui détériorent la capacité ou qui limitent la capacité à communiquer de façon orale. Et du coup, après cette rencontre initiale, ça a pris du temps parce que nous, on faisait de la recherche sur des modèles ou des IA un peu généralistes, en IA vocale en particulier pour l'interaction vocale. Et le jour où on a senti qu'on avait quand même les briques technologiques qui permettaient d'assembler un prototype pertinent, on a renoué et puis on a travaillé et pour arriver à ce prototype désormais dont on va parler. Alors justement, pour que l'on sache de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous décrire le plus simplement possible comment ça fonctionne ? Alors, ce qu'on connaît désormais de façon assez courante, et Olivier d'ailleurs s'en sert et va s'en servir aujourd'hui, c'est la synthèse vocale avec clonage de voix où le texte est écrit et ensuite il est mis en voix par un modèle d'intelligence artificielle qui fait ça. Ce qu'on fait dans ce prototype qui s'appelle Invincible Voice, qui permet de participer de façon plus fluide à du dialogue avec d'autres personnes, c'est de rajouter d'autres briques à partir d'IA qui permettent à la machine d'écouter en même temps que le patient ses interlocuteurs. Donc ça utilise de la transcription vocale, donc de la voix vers le texte. Le texte qui est transcrit, donc de ce qu'a dit l'interlocuteur, va dans ce qu'on appelle vulgairement un chatbot, donc un modèle de langage de dialogue. Et les réponses de ce modèle, qui sont personnalisées et qui sont donc pertinentes et contextualisées, en fait, il y en a plusieurs qui sont proposées de façon à offrir un choix sur l'interface graphique au patient pour qu'il ait, dans le meilleur des cas, qu'il n'ait plus qu'à choisir en touchant, en tapant sur une lettre, une des réponses. Et la réponse est instantanément mise en voix par de la synthèse vocale que nous proposons également. Et si il n'y a pas de réponse satisfaisante dans ce qui est proposé, ensuite il y a tout un tas d'éléments sur l'interface graphique qui a été personnalisé en amont, qui permet avec quelques mots-clés d'orienter la réponse. Et ça permet en fait d'aller beaucoup plus vite dans l'interaction vocale pour le patient. Donc l'intelligence artificielle va en quelque sorte apprendre à connaître la personne pour personnaliser ses réponses qu'elle propose. Et comment on active les réponses ? Le toucher uniquement ? Ça peut être touché, ça peut être regard dans des dispositifs avec du suivi de regard, ça peut être clavier ou tablette, etc. Donc justement l'ergonomie de l'interface doit être également travaillée en fonction des besoins et ça c'est des choses que nous on fait moins parce que c'est un prototype issu de notre recherche et dont on espère qu'il sera justement productisé ou professionnalisé par des gens dont c'est le métier.
Alors justement, en fait, c'est une restitution de voix. Et Olivier, la première question qu'on a envie de vous poser, la première fois que vous avez entendu votre voix restituée par l'intelligence artificielle, vous avez senti quoi? Qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que c'est bizarre d'entendre sa voix comme ça. Un mélange très étrange et très fort. D'abord, il y a eu un choc émotionnel. Entendre sa propre voix quand on sait qu'on est en train de la perdre, ça remue. J'ai pensé, donc elle peut survivre à mon corps. Ce n'est pas anodin. Ensuite, très vite, c'est devenu apaisant. Parce que cette voix, ce n'est pas juste un son, c'est mon identité, mon rythme, mes silences, mes intentions. Et là, tout à coup, elle était encore là, disponible, vivante. Et puis il y a eu une forme de soulagement immense. Celui de me dire que je vais pouvoir continuer à parler à mes proches, à témoigner, à m'engager, ne pas être réduit au silence. Je n'ai pas eu l'impression qu'une machine parlait à ma place. J'ai eu le sentiment inverse, que la technologie me rendait quelque chose de profondément humain. Comment vous préparez vos réponses? Vous les écrivez avant? Comment ça se passe? Je soumets vos questions à un LLM. Un LLM, c'est une intelligence artificielle spécialisée dans le langage. Elle lit beaucoup de textes pour comprendre comment on formule des idées, comment on répond, comment on enchaîne. La différence ici, c'est que je les nourris de mes propres mots. Interviews, livres, podcasts. Du coup, il connaît ma façon de penser et de m'exprimer, même mon humour. Ensuite, je fais mon travail d'humain. J'édite. J'ajuste pour que la réponse corresponde exactement à mon intention du moment. Et enfin, je passe le texte dans un outil de text-to-speech. C'est une technologie qui transforme un texte en voix, ma voix, recréée à partir d'enregistrements réels, avec mon timbre et mon rythme. Résultat, une réponse pensée avec mes mots et entendue avec ma vraie voix. Cette révolution a un nom, l'IA. Mais au fond, ce n'est pas une histoire de machine. C'est une façon de continuer à parler quand parler devient compliqué. Alors justement, Patrick, là, il faut qu'on nous explique un petit peu. Parce que cette IA, en fin de compte, c'est une machine, elle entend, elle mémorise, elle stocke. Mais comment est-ce qu'elle arrive à respecter le ton, le rythme, et puis surtout d'inclure, comme l'a dit Olivier, la personnalité, l'humour, c'est ce que vous avez dit à l'instant. Je pense qu'il faut distinguer deux aspects. Il y a celui vraiment de la façon de parler qui est quelque chose de très riche, donc la prosodie, le timbre, l'émotion, etc. Ça, peut-être surprenamment, il ne faut pas grand-chose, en tout cas en termes de Pas très contenu. compliqué? Alors techniquement, c'est compliqué à faire. En tout cas, ça nécessite des techniques de pointe en synthèse vocale en particulier, donc des choses qu'on a développées dans le labo. Mais du point de vue de l'utilisateur, ça ne requiert désormais que quelques secondes d'enregistrement qui soient clairs, avec pas de bruit ambiant, etc., de bonne qualité. Mais J'avais lu 10 minutes, c'est pas vrai? là, c'est 10 secondes. D'ailleurs, la démo sera bientôt accessible à tous les patients qui veulent l'utiliser. Ils pourront mettre leur propre voix. Donc ça, c'est la partie vraiment habillage sonore, mais qui est évidemment très important pour l'utilisateur et puis en particulier pour ses proches. Après, il y a l'autre partie qui est plus liée, qui est plus en amont, je vais dire, qui est liée à des contenus, à des écrits, à des La échanges. vraie personnalité, en fin de compte. En tout cas, qui est le versant digital de l'activité de la personne. Ça, finalement, on le connaît déjà avec les robots conversationnels modernes. On peut leur mettre dans ce qu'on appelle le contexte. En fait, en entrée, on peut leur mettre des contenus vraiment très importants, des livres entiers. Donc là, c'est la même chose. Ça permet de personnaliser facilement en amont, enfin, une fois de plus facilement pour l'utilisateur. Donc c'est la voix, mais aussi la façon de penser presque. En tout cas, telle qu'elle est lisible dans les écrits ou entendable dans des podcasts, dans le cas d'Olivier, puisqu'il en a un certain nombre. Olivier, dans quelle situation du quotidien cet outil change vraiment les choses pour vous? Dans des situations très simples et justement essentielles. D'abord, avec mes proches. Pouvoir leur parler sans effort, sans fatigue, sans que la maladie prenne toute la place dans l'échange. Retrouver une conversation fluide, normale, ça change tout.
Ensuite, dans la vie publique, interviews, réunions, prise de parole, je peux continuer à m'exprimer clairement, à défendre des idées, à m'engager, sans que la question de la voix devienne un obstacle permanent. La seule limite aujourd'hui, je dois avoir mon ordinateur à côté de moi. Et soyons honnêtes, c'est un prototype, avec son lot de bugs. Mais cela va évoluer. Alors, si on revient un petit peu en arrière, Olivier, donc en fait dans l'évolution de cette maladie de Charcot, est-ce que vous vous souvenez du moment où cette voix a commencé à vous faire défaut, où cette voix a commencé un peu à vous quitter? C'était quand? J'ai perdu symboliquement ma parole au moment de la sortie du film Invincible était au cinéma, comme si la maladie avait eu peur. Peur que cette parole-là circule trop. Jusque-là, ça se dégradait lentement, presque en douce. Et puis à ce moment-là, j'ai senti un basculement. Parler demandait plus d'efforts, plus d'énergie, plus d'anticipation. La voix devenait un combat en soi. Et c'est sans doute pour ça que la question de la voix est devenue si centrale pour moi. Parce que perdre la parole, ce n'est pas seulement perdre un outil, c'est risquer de perdre sa place dans le monde. Et justement, c'est là que j'ai décidé de ne pas me taire. Est-ce que vous aviez anticipé ce combat? Vous y avez pensé? On rappelle que vous avez été diagnostiqué à la fin de l'année 2020 alors que vous n'aviez que 46 ans. Non, absolument pas. En 2020, quand j'ai été diagnostiqué, personne ne parlait encore vraiment d'IA générative. ChatGPT n'existait même pas. Il est sorti fin 2022. Autant dire une autre époque à l'échelle technologique. À ce moment-là, je n'anticipais rien de tout ça. Je faisais face à la maladie. Point. Ce qui s'est passé ensuite, c'est une rencontre entre une urgence humaine et une accélération technologique totalement inattendue. Comme quoi, parfois, l'avenir arrive plus vite qu'on ne l'imagine. Alors c'est vrai que ce diagnostic est un diagnostic difficile, vous parlez de coup de tonnerre, c'est vrai que quand on le porte, c'est vraiment un effort fantastique de le recevoir. 3 mois après, vous avez décidé en fin de compte que c'était plutôt votre combat. Vous vous êtes pas laissé faire, vous allez dire je ne vais pas me laisser faire par la maladie, je vais en faire un moteur. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 5 années? Quels ont été les temps forts de ces 5 années pour transformer en fin de compte cette maladie de Charcot en quelque chose de moteur et de positif pour vous? Je vais faire court, promis. Parce qu'il y a beaucoup de Après choses. le diagnostic, il y a eu le choc. Puis très vite, une décision. Ne pas me punir 2 fois. La maladie était là, je n'allais pas en plus m'arrêter de vivre ou d'agir. Depuis 5 ans, j'ai transformé cette épreuve en moteur. J'ai mobilisé autour de moi des chercheurs, des médecins, des entrepreneurs, des artistes, des amis. J'ai créé et soutenu des projets pour accélérer la recherche, rendre la maladie visible, redonner une place aux patients. Concrètement, ça s'est traduit par des campagnes de pub, un film, un livre, des événements, 2 concerts à l'Olympia, la création d'un fonds d'investissement dédié à la recherche, des prises de parole. Et surtout, plus de 4 millions d'euros déjà donnés à la recherche. Je n'ai pas choisi la SLA, mais j'ai choisi ce que j'en faisais. Il y a peu de Français, je crois, qui peuvent se targuer d'avoir un tel bilan sur les 5 dernières années. Patrick, quand est-ce que vous avez rencontré Olivier? Et est-ce que cette énergie vous a donné encore plus envie d'accélérer la recherche? Alors, du coup, on s'est rencontrés, je pense, il y a 1 an et demi Ouais, c'est désormais. récent. Oui, comme je le Mm. disais, c'était peu de temps après le démarrage du laboratoire QTI. J'en avais entendu parler, évidemment. Donc, on a été mis en contact. Et effectivement, une chose qui frappe immédiatement, c'est l'énergie, c'est la détermination, c'est la bonne humeur. Quand on se lance dans ce genre de projet, pour nous, il se trouve que ce prototype et ce projet, c'était un pas de côté par rapport aux choses qu'on fait, qui sont plutôt des choses amont, un peu généralistes, dont on vraiment désire qu'elles soient utilisées. Mais là, ça nécessitait un travail très particulier sur un cas d'usage très particulier. Donc c'était aussi une aventure un peu nouvelle. Mais c'est tellement motivant que d'abord, ça n'a pas été très dur d'embarquer d'autres gens dans l'équipe là-dessus, en particulier Gabriel, Qui est ingénieur. qui est ingénieur dans l'équipe et qu'on voit avec Olivier dans le
le très joli petit film qu'on a sorti fin janvier. Mais ça donne évidemment du sens au travail. Quand on fait de la recherche en IA, je pense que, enfin, comme tous les chercheurs, il y a quand même la curiosité et la stimulation et le défi technologique et intellectuel, etc. Mais quand en plus ça permet d'avoir un impact voilà, sur la société, que ça soit pour le bien commun, et dans ce cas-là, que ça puisse contribuer, on l'espère, à améliorer certains aspects de la vie de personnes, voilà, ça motive pas mal. Ouais. Alors Olivier, donc vous rencontrez Patrick, donc là il y a un lien qui se fait forcément, un lien humain qui se fait. Et puis à côté de ce lien humain, il y a le côté artificiel, intelligence artificielle. Donc comment vous avez concilié les deux et qu'est-ce que vous attendiez en fin de compte de l'IA? Est-ce que l'IA pour vous a été vraiment une démarche, vous avez dit ça y est, ça va changer ma vie? J'ai toujours été un peu geek, donc j'avais une idée assez précise de là où je voulais aller. Je voyais bien ce que l'IA pouvait permettre, ce que je cherchais à faire et surtout ce que je voulais pas. En revanche, j'étais clairement pas assez geek pour le développer moi-même. Il fallait les bonnes compétences, la bonne équipe et surtout des gens capables de transformer une intuition en quelque chose de concret. Mon rôle, ça n'a pas été de coder. Ça a été de poser l'intention, le cadre et de dire voilà le problème humain à résoudre. Patrick, on a parlé tout à l'heure, Olivier expliquait LLM, c'est ça qui va permettre d'intégrer une dimension émotionnelle à l'outil technique? Peut-être avant de répondre à cette question, j'ai envie de rebondir sur Allez-y. une chose qui a été dite. Alors, d'abord, Olivier est modeste, il a quand même codé Ah oui. la page web. Et le rôle, il a eu un rôle évidemment très important. Et pour nous, ingénieurs et chercheurs, c'est aussi là où il faut reconnaître Enfin, il y a une humilité à avoir. C'est pas parce qu'on comprend, qu'on maîtrise la technologie, qu'on comprend le besoin. Et donc, il a fallu effectivement le comprendre avec Olivier. Et il y a eu des itérations sur le prototype, donc des retours d'expérience, tout ça par messagerie. Donc, il y a eu un vrai travail. Donc, ça a été notre premier bêta-testeur. Et on espère qu'il y en aura bientôt. Enfin, c'est déjà en cours. On a déjà quelques bêta-testeurs. Et puis, on espère évidemment qu'il y aura beaucoup plus d'utilisateurs bientôt, même dans la version prototype. Et du coup, j'ai oublié votre question. Non, je vous demandais comment il parlait, Olivier, tout à l'heure de LLM. Est-ce que c'est ça qui permet, l'outil technique, d'ajouter une dimension émotionnelle? Le LLM, donc, qui sont les grands modèles de langage qui sont derrière les robots conversationnels en particulier, c'est effectivement des machines assez extraordinaires qui sont capables, quand elles sont nourries des bonnes choses, de produire du texte, donc du texte qui est pertinent, qui peut être riche, qui est intéressant, qui est utile, et qui sait parler parfaitement, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est pas suffisant. Et il faut qu'il y ait tout un tas d'autres aspects. Dans le cas du prototype dont on parle, il faut vraiment comprendre comment personnaliser simplement. Donc, effectivement, c'est du texte, c'est de la voix, c'est aussi des histoires d'interface homme-machine qui permettent facilement de guider. La machine n'est pas là, enfin Olivier l'a dit parfaitement, et mieux que moi, elle n'est pas là pour remplacer, elle est là pour assister, pour proposer, et en ayant toujours l'utilisateur dans la boucle, et ça c'est vraiment très très important. Alors justement, tout à l'heure, vous évoquez, Patrick, que pour donner les réponses, il y avait plusieurs possibilités. Vous avez évoqué le recours au regard. Vous considérez que c'est une avancée majeure. Pourquoi? Alors, c'est une alternative dans l'interface entre l'utilisateur et la machine, puisque cette maladie et les autres maladies, les autres types de maladies qui pourraient amener des patients à utiliser ces technologies-là, ont des situations différentes en termes de mobilité, de finesse des gestes, etc. Donc déjà, même sur un écran, est-ce que c'est juste sur un écran, est-ce que c'est avec un clavier? Et effectivement, dans le cas où il n'y a plus moyen, où ça demanderait trop d'énergie d'utiliser ses mains, eh bien, il reste souvent le regard, alors pour les gens qui ne sont pas habitués, dont nous, quand on a fait les essais, en fait, c'est assez épuisant parce qu'il faut être très concentré. Parce qu'il faut vraiment viser, cibler le bon cadre. Comment on fait? C'est deux caméras qui sont au-dessus de l'ordinateur et qui sont calibrées pour ensuite, en fonction de l'endroit où se trouve la pupille dans l'image,
savoir assez précisément où porte le regard sur l'écran. Et une fois que ça a été réglé, on peut simplement regarder le bouton sur lequel on veut cliquer. Tout simplement. On clique avec les yeux, quoi. On clique avec les yeux sans Et cligner. ça, c'est au point? Ça marche bien dans le prototype? Ça marche bien. On utilise ce qu'on appelle un eye tracker en anglais, qui est sur étagère en fait, et c'est une façon de changer l'interface. Et une fois de plus, il y a des gens il y a vraiment des gens dont c'est le métier de faire des interfaces qui intègrent en particulier du suivi de regard. Une fois de plus, nous on a pris des choses qui sont plutôt des choses sur le marché, un peu sur étagère, et qui nous ont permis de valider le concept. C'est vraiment des preuves de concept à ce stade. Pour Olivier, la situation était idéale parce que, étant un entrepreneur à succès, il avait déjà beaucoup d'interviews, beaucoup de matière audio et même télévisuelle à exploiter. Là, est-ce que vous diriez aux malades qui nous écoutent qu'il faut enregistrer la voix le plus tôt possible? Alors ça, c'est vraiment un message très important, et on en parle aussi dans le petit film qu'on a fait avec Olivier. Assez surprenamment, à l'heure actuelle, pour un certain nombre de gens, il est assez difficile, au moment où ils se rendent compte que c'est nécessaire, d'accéder à même 10 secondes de bonne qualité, alors même qu'il y a des vocaux partout. Ça peut être les dictaphones sur un smartphone, ça peut être Tout, n'importe quoi. tout. Un message vocal. Tout, tant que l'idéal, c'est que pendant les 10 secondes, il n'y ait que la personne qui parle, que sa voix soit en amont des moments où elle commence à être dégradée, qu'il n'y ait pas trop de bruit alentour, mais même ça va s'arranger. On sait déjà nettoyer un petit peu. Et pour encourager les gens à le faire aussi, à partir de la fameuse page web dont je parlais, qu'a codé Olivier, il y a un endroit, donc c'est invincible-voice.com, un endroit où on peut juste cliquer sur un bouton, s'enregistrer 10 secondes, et puis le fichier est téléchargeable. C'est un dictaphone, mais c'est une façon pour les gens qui arrivent, oui. d'inciter les gens. Justement, Olivier, qu'est-ce que vous diriez à un patient qui est atteint de maladie de Charcot, qui est au début de cette maladie de Charcot? Quels sont les arguments, et qui hésiteraient à se dire je ne vais pas me confier à l'IA, je ne vais pas me confier à la technique, je vais faire simple. Quels sont les bons arguments qui pourraient le décider en fin de compte à utiliser cet outil? Je lui dirais tu restes aux commandes, toujours. Tu décides quand, comment, pour dire quoi. L'outil s'adapte à toi, pas l'inverse. Ce n'est pas une solution miracle, mais si ça peut t'éviter d'être réduit au silence, même un peu, alors ça vaut au moins la peine d'être essayé. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de déploiement? Le prototype, il n'est pas encore au point. Comment ça va se passer les prochains mois? Alors, le prototype, il y a plusieurs phases. La première, c'est qu'on a déjà mis en open source les briques, donc l'outil lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut Tout dire le monde peut en disposer, en fait. Tout le monde peut en disposer, mais il n'y a pas de lien financier. Alors, ça, c'est sûr. Mais cette partie-là, ça nécessite un savoir technique, c'est-à-dire il faut pouvoir installer le logiciel, etc. Donc ça, la barre est un peu haute. Ça, c'est vraiment pour inciter, intéresser des développeurs à aller plus loin avec ce qu'on propose. Mais il est opérationnel. Il y a une deuxième version qui est celle qui est accessible directement depuis un navigateur web. Donc là, qui sera accessible à partir du moment où on a le lien et de quoi se connecter. Cette chose-là est en cours de test. Et très bientôt, on va pouvoir la déployer, en tout cas la rendre accessible à tout le monde. Donc en particulier à soit des développeurs ou des gens du métier qui veulent se faire une idée et poursuivre le développement, ou dès à présent à des patients. Et la version qui sera disponible très bientôt permettra dans l'interface de mettre les 10 secondes de voix. Donc l'outil sera utilisable tel quel à partir d'un navigateur. Non, pas une application, Non, donc c'est un navigateur. Un navigateur. Comme Firefox ou... C'est ça, dans votre navigateur web, c'est juste une adresse web. Après, il faut se connecter, commencer à remplir justement les différents éléments qui permettent de personnaliser en amont, évidemment les 10 secondes de voix, mais aussi du texte. Exactement tout ce qu'a fait Olivier avec nous. N'importe quel patient ou testeur pourra le faire. Et l'étape vraiment qui sera importante, c'est de s'assurer qu'ensuite il y ait des professionnels de la communication alternative et améliorée qui vraiment s'en saisissent pour en faire des dispositifs médicaux certifiés avec toute la gamme d'ergonomie que nécessitent les différents types de maladies.
Alors Olivier, on va vous citer parce qu'il y a une phrase quand même très forte que vous évoquez. Vous dites mon histoire ne parle pas seulement de la SLA, donc de la maladie de Charcot, elle parle de la vie, de sa fragilité, de la beauté qu'elle prend quand on arrête enfin de croire qu'elle est infinie. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous entend, je pense que toutes les personnes qui vous regardent et qui vous entendent sont tous émus parce que c'est important ce que vous nous faites. Vous nous parlez de la vie. Vous avez toujours été optimiste comme ça? Merci beaucoup. Oui, depuis toujours. C'est même pour ça que j'ai été entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un acte d'optimisme. Croire qu'on peut construire quelque chose alors que rien n'est garanti. La maladie n'a pas créé cet optimisme. Elle l'a rendu plus lucide, plus exigeant. Aujourd'hui, je crois toujours en l'avenir, mais surtout au sens qu'on choisit de lui donner. Patrick, si vous deviez résumer ce projet Invincible Voice en un mot, lien, dignité, autonomie, humanité. Je prendrais le premier. C'est vraiment une histoire de lien. Et vous, Olivier? Le lien, parce que tout part de là. Vous êtes fait pour vous Le lien entendre. aux proches, le lien au monde, le lien à soi-même. Quand la parole se fragilise, ce sont ces liens-là qui menacent de se distendre en premier. Invincible Voice ne guérit pas la maladie, mais il maintient la conversation, la relation, la présence. Il permet de continuer à dire « je », à dire « nous ». La dignité, l'autonomie, l'humanité en découlent presque naturellement. Et le Mais partage. sans le lien, tout le reste vacille. Alors oui, sans hésiter, le lien. Et le partage aussi. On n'aurait pas pu enregistrer ce podcast notamment. Merci mille fois à tous les deux. Olivier Goy, on rappelle votre livre Invincible, coécrit avec la journaliste Anne Fulda aux éditions de l'Observatoire, et Patrick Pérez, directeur général de QTI, laboratoire de recherche à but non lucratif, financé notamment par Iliad et CMA-CGM, dont le groupe dont fait partie BFM. Eh bien, merci à vous pour votre fidélité. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Prenez soin de vous. vous.